Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la génération qui vient n'a pas le choix. Elle a la lourde tâche de sauver la planète pour assurer sa propre survie. Ils s'appellent Suzette, Abdul, Chiara, Richard, Ridima, Félix, Isabella, Carlos, Eric et Sévan. Ils ont entre 9 et 19 ans et ne se connaissent pas. Pourtant, aux quatre coins du globe, ils s'activent au chevet de leur planète, la nôtre, déterminés à faire mentir les pronostics catastrophistes qui disent que tout est déjà joué. On ne veut pas voir notre environnement mourir. Il n'y a pas de travail sur une planète morte. Notre génération entrera dans les livres d'histoire. Soit comme la génération qui aura réussi à relever un défi fondamental, soit au contraire comme celle qui aura échoué. Mais notre génération sera effectivement jugée à sa capacité à résoudre la crise du climat. On n'a pas vraiment le choix. Comme la NASA, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on ne fait rien, si notre génération n'essaie rien, il finira par être trop tard. Si notre génération prend ses responsabilités et décide d'affronter vraiment ses problèmes, alors je crois sincèrement que ça ira. Il y aura un avenir pour nous. En sauvant les espèces menacées, recréant les écosystèmes locaux, mais aussi dépolluant les océans et luttant contre la désertification, ils s'imposent comme les super-héros de notre époque, des juniors pas comme les autres. Tout n'avait pas si mal commencé. Il y avait eu le Big Bang et la création de la Terre, cette planète bleue. C'était plus de 4 milliards d'années avant l'apparition de l'homme, 2 milliards avant celle de la vie. Il a fallu tout ce temps pour que les premières cellules donnent les premières espèces, dans les mers, puis sur la Terre, végétale ou animale. L'Homo sapiens, l'homme moderne, celui qui nous ressemble, est arrivé bien après les premiers millions d'insectes, de mammifères et autres oiseaux. Au fil de sa courte histoire de 200 000 ans, l'homme a su tirer profit de son environnement pour vivre et survivre, se nourrir, s'habiller, se loger, mais aussi se défendre contre une nature parfois violente et hostile. Et puis au siècle dernier, tout s'est emballé. L'homme a mis peu à peu sa science au service d'une consommation de masse qui concerne dorénavant 7,5 milliards d'êtres humains, sans penser au lendemain. Pour la première fois dans l'histoire, il y a une espèce sur cette planète qui a pris le pouvoir et qui a tout modifié. C'est l'ère de l'être humain parce que l'être humain a mis son empreinte très profonde, très marquée dans tous les écosystèmes de la Terre. Résultat, la planète vit aujourd'hui à crédit. Ses ressources ne lui permettent plus d'assurer le train de vie qu'on lui impose. En 70 ans, l'homme a scié la branche de l'arbre sur laquelle il s'était confortablement installé. Quand on regarde notre journal tous les jours, c'est ce que disent nos jeunes aujourd'hui vis-à-vis des générations antérieures. Qu'est-ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents? Nous n'avons pas été de très bons gardiens, je pense. Ma génération n'a pas su transmettre une planète en meilleur état que celle dont elle a hérité. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont pleins d'énergie. Ils sont très organisés et incroyablement inventifs. Je crois que ce sont eux qui nous montreront la voie. Et nous les suivrons. La mission de nos super juniors, s'ils l'acceptent, sera triple. Ils devront protéger les espèces qui sont en train de disparaître, mais il leur faudra aussi réparer les dégâts causés par les générations d'hier. Enfin, ils feront tout pour léguer une planète en bonne santé à leurs propres enfants. La première mission pour cette nouvelle génération sera de sauver les espèces qui peuvent encore l'être. Selon plusieurs études récentes, la planète aurait perdu plus de 50% de ses vertébrés en à peine 40 ans. On parle d'extinction de masse. La dernière fois, c'était il y a 65 millions d'années. Les extinctions d'espèces, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. On ne vit pas parmi les mammouths ou les dinosaures. Mais de temps en temps, il y a des extinctions qui sont plus rapides, ce qu'on appelle une extinction de masse, où énormément d'espèces vivantes vont disparaître dans un temps très très court. Et là, en ce moment, on est dans une phase comme ça. Il y a deux choses qui se produisent. À la fois, le nombre d'individus s'effondre, et à la fois, leur champ de répartition se rétrécit. Dans l'immense majorité des cas, c'est la présence de l'homme qui est à l'origine de ces disparitions. Le rapport homme-animal, il est en train de s'exacerber. Parce que l'homme prend de plus en plus de place, qu'il est de plus en plus agressif par rapport au reste de la nature. Donc on a des conflits de plus en plus forts et on les résout en général en parquant ou en détruisant les animaux. Soit ce sont des prédateurs qui donc sont dangereux pour l'homme directement,
Soit ce ne sont pas des prédateurs, mais ce sont des animaux qui vont aller manger les récoltes de l'homme, qui vont aller dans les champs pour les piller. Et donc, ces animaux qui peuvent être problématiques, voire dangereux pour la santé humaine, pour leur sécurité ou pour leur sécurité alimentaire, pour leur économie, ce sont des animaux qui sont très souvent persécutés. C'est ainsi qu'en Afrique, des animaux emblématiques comme le rhinocéros, la girafe ou encore le guépard et le lion sont aujourd'hui menacés d'extinction. On dit même qu'à ce rythme-là, ce dernier pourrait avoir totalement disparu de la surface de la Terre d'ici une vingtaine d'années. Au Kenya, ils ne sont plus que 2000 à tenter de survivre dans la savane. Près du village de Kitengela, à quelques kilomètres à peine de la capitale Nairobi et de son parc naturel protégé, un super junior s'est donné pour mission de réconcilier l'homme et le lion. À 12 ans à peine, il a transformé de simples ampoules en véritables boucliers anti-lion, protégeant ainsi les derniers représentants de leur espèce des lances des guerriers Maasai. Je m'appelle Richard Touréré, j'ai 17 ans. Je suis né au Kenya, à Kitengela. Le Kenya est un pays très tranquille. C'est aussi l'un des pays qui se développe le plus rapidement en Afrique. Nairobi, notre capitale, est une ville très animée. Il y a des voitures partout. Mais il suffit de faire quelques kilomètres pour se retrouver dans des endroits très calmes comme ici, où les hommes vivent encore en harmonie avec les animaux sauvages. Dans la communauté Maasai, les garçons commencent à garder les vaches de leur père à 9 ans. Et c'est ce que j'ai fait. À 9 ans, j'étais dans les champs à protéger le troupeau des lions. C'était chouette. J'aimais bien ça. Ça, c'est moi. Derrière les vaches, c'est le parc national de Nairobi. Il n'y a pas de barrière. Les animaux vont et viennent comme ils veulent. Du coup, les lions traquent les vaches jusqu'ici et s'en prennent à notre bétail. Quand ça arrive, les Morans, les guerriers chargés de surveiller les vaches, se vengent en allant tuer le lion. Les enfants qu'on voit sur la photo n'avaient jamais vu de lion. C'était la première fois qu'ils en voyaient un et il était mort. C'est triste. J'avais décidé de trouver coûte que coûte une solution pour empêcher les lions de venir manger nos vaches la nuit. D'autres garçons auraient peut-être pensé à leur faire peur ou à aller s'amuser dans la nature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technologie. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. J'avais remarqué qu'à chaque fois que je faisais mon tour de garde avec la lampe torche, les lions ne s'approchaient pas. Il fallait que je trouve un moyen de leur faire croire que j'étais là même quand je n'étais pas là. C'est comme ça que j'ai inventé les Lion Lights, pour faire croire aux lions qu'il y avait quelqu'un tout le temps. Chaque circuit a sa sortie. Ça permet d'avoir plusieurs clignotements possibles. Aujourd'hui, on va choisir un clignotement régulier. Et demain, quelque chose de plus irrégulier pour que les lions ne s'habituent pas aux lampes. Quand j'ai dit à mes amis que j'avais inventé les Lion Lights, ça ne les a pas trop étonnés. Parce que déjà, quand on allait à l'école, ils m'apportaient des radios en panne que je réparais chez moi pendant le week-end. Je les leur rapportais le lundi. J'invente des choses depuis que je suis tout petit. Pour être honnête, au départ, cette invention n'était pas faite pour éviter que les lions se fassent tuer. C'était surtout pour protéger les vaches de mon père en éloignant les lions. Mais si les lions ne viennent plus s'en prendre à nos vaches, les Morans n'ont plus aucune raison de les tuer.
Donc mes Lion Lights aident à protéger aussi bien les vaches que les lions. Ça, c'est pour que le sable ne rentre pas. Avant, je détestais les lions. Mais maintenant, je dois avouer qu'ils sont comme mes meilleurs amis. Je pense que je vais lancer une campagne pour protéger les lions du Kenya, parce qu'ils sont en train de disparaître. Bonjour Richard. Ça va? Le docteur Paula Kaumbu est une militante écologiste kenyane qui étudie les lions de Kitengela depuis de nombreuses années. Elle m'a beaucoup aidé pour mon projet avec les lions. Hier, un lion a été empoisonné au Masai Mara. Probablement parce qu'il avait tué une vache. Est-ce que tu pourrais aller parler aux Maasai? Oui, je pourrais y aller et leur dire que moi aussi je suis un Maasai, que je garde des vaches et que j'ai trouvé un moyen de les protéger des lions depuis quelques années. Je pourrais même les aider à installer les Lion Lights et leur montrer comment ça marche. Ça ne suffit pas d'étudier les lions et d'expliquer aux gens comment ils sont majestueux. Si on veut les protéger, il faut aller au-delà de la science et proposer des solutions concrètes. L'invention de Richard est une solution locale qui fonctionne. C'est ce qui a aidé à convaincre les gens d'ici de l'adopter. Ils ont confiance et ils veulent bien l'essayer. Quand j'ai lancé les Lion Lights, j'ai équipé moi-même 7 propriétés autour de chez nous. Puis ça s'est étendu aux autres communautés. La dernière fois qu'on a fait les comptes, on était à 750 maisons équipées de Lion Lights au Kenya. Je veux aider ma communauté. Je veux aider les jeunes de ma communauté à se sentir investis et responsabilisés. J'aimerais aller dans une grande université et recevoir une bonne éducation. Comme ça, je pourrais revenir ici pour aider les gens. Je crois vraiment en notre jeunesse. Il n'y a pas que le mythique roi des animaux qui ait besoin d'être sauvé. Une espèce en cachant une autre, c'est aujourd'hui toute la biodiversité de la planète qui est en danger. On a détruit de façon massive tous ces animaux qui rentrent dans la fabrique du vivant, qui vont polliniser, tout ce qui était au fond des auxiliaires de vie pour les hommes. On les a beaucoup éradiqués parce qu'on sème des pesticides partout dans les champs, parce qu'on veut des trucs au carré, parce qu'on s'imagine que la nature c'est comme une usine où on met un truc d'un côté et ça sort de l'autre. La disparition de ces milliers de petits animaux plus discrètes n'en est pas moins alarmante, car les abeilles, coccinelles et autres papillons qui butinent le pollen à longueur de journée assurent la reproduction de l'immense majorité des fleurs depuis plus de 100 millions d'années. 80% des plantes sauvages sont pollinisées par ces pollinisateurs, surtout les insectes. Et puis, c'est plus de la moitié des plantes agricoles. Si vous enlevez les céréales classiques que vous connaissez, tous les fruits, tous les légumes sont fécondés par des insectes. C'est fondamental. Il n'y a pas d'économie agricole sans pollinisation. C'est un service qui a été estimé en tant que valeur, c'est-à-dire combien ça coûterait si nous, on devait faire exactement la même chose, à près de 160 milliards d'euros par an. 160 milliards d'euros par an, qu'on n'a pas à payer parce que la nature le fait gratuitement, les pollinisateurs le font gratuitement. Cette perte de pollinisateurs, c'est une perte évidemment de valeur pour ces espèces. Perdre tel et tel papillon magnifique, des petites fleurs qui volent dans les champs, c'est quelque chose de dommage. Mais c'est aussi une perte directe pour l'humanité, c'est un manque à gagner important pour ces cultures par exemple. Un montant qui correspond à 10% de tout ce que la Terre produit chaque année pour nous nourrir. Comment empêcher alors la disparition des papillons qui sont déjà 2 fois moins nombreux qu'il y a 20 ans ? Aux États-Unis, tout près de Miami, une super junior est bien décidée à sauver les papillons
indispensable à la biodiversité de sa région où les autoroutes et les gratte-ciel ont peu à peu englouti la forêt tropicale. Grâce à un peu d'huile de coude et quelques gouttes d'eau, elle veut porter secours aux zébras longwings, l'emblème de l'État de Floride. Je m'appelle Suzette Ognaté, j'ai 18 ans et j'habite à Miami, en Floride. En 2050, j'aurai 52 ans. Peut-être que mes parents seront plus là, mais moi et une grande partie des gens de ma génération, on sera encore vivants. Donc on ne veut pas détruire l'environnement dans lequel on vit. Il n'y a pas de travail sur une planète morte. Je viens d'un quartier défavorisé de Miami. Les étudiants de mon école et les gens qui vivent dans mon quartier, en général, ne s'intéressent pas trop aux questions de l'environnement. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle à l'école. Pour changer les choses, il faut commencer par l'éducation. Et c'est comme ça qu'est né le jardin. Quand je suis entrée dans ce jardin pour la première fois, il y avait de l'herbe partout. Les seules plantes qu'il y avait, c'était cet arbre, celui qui est par là-bas, et les plantes qu'on voit là. Mais tout ce qu'il y a ici, c'est nouveau. On a planté tout ce qu'il y a autour de cet arbre. Moi, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ce jardin. On a commencé par planter plusieurs types de fleurs et de plantes. Mais ce n'étaient pas des plantes natives. À l'époque, j'y connaissais pas grand-chose. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait de vacances, les plantes étaient mortes. On s'est dit qu'il fallait peut-être choisir des plantes plus adaptées à la région, qui n'ont pas besoin d'être arrosées en permanence et qui attireront plus d'espèces de papillons. À la fin de la terminale, j'ai été contactée par un paysagiste, Howard Tonkin. Il rêvait de recouvrir tout le sud de la Floride avec des plantes natives. Si dans cette région, on a autant de papillons de cette espèce, le zébra longwing, c'est grâce à cette plante grimpante. C'est une passiflore coquistem. Et c'est la plante préférée du papillon zébra longwing, qui est le symbole de l'État de Floride. Les plantes natives de Floride étaient là bien avant que les hommes ne s'installent sur ces terres. Elles sont parfaitement adaptées à l'environnement et n'ont pas besoin qu'on les arrose. Elles sont aussi parfaites pour les animaux de la région. Est-ce qu'il y a des papillons Attila dans le jardin à papillons de l'école? On en a vu quelques-uns, mais pas beaucoup. Ah bon? Il n'y a pas encore de colonie d'Attila. On va essayer de faire un maximum de boutures et d'avoir les bonnes plantes à nectar juste à côté pour pouvoir accueillir une colonie d'Attila. Un jardin dans l'école, c'est bien, mais les papillons ont besoin d'un habitat complet, de tout un écosystème. Tu veux dire, pas seulement ce petit espace, mais tout le lycée? Oui, avec des arbres à papillons dans toute l'enceinte du lycée. Tiens, regarde, tu vois, il y a des chenilles d'Attila et des cocons juste là. C'est exactement la plante qu'il vous faut à l'école. Ce serait super. Ne les secoue pas trop, manipule-les avec délicatesse. Merci pour ton aide. La destruction de l'habitat est un problème qui concerne le monde entier. Partout, on rase des forêts et on détruit l'environnement pour construire des villes, des maisons et des centres commerciaux. Ce projet me tient encore plus à cœur depuis que j'ai appris qu'on avait donné à l'université de Miami un terrain où il y a un écosystème en danger appelé les Pine Rocklands. C'est un écosystème qui n'existe qu'en Floride du Sud, aux Bahamas et à Cuba. On le retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Et au lieu de protéger cet environnement et d'y faire des recherches, l'université de Miami l'a vendu à des promoteurs qui vont construire un centre commercial. C'est une honte. Venez, je vais vous montrer.
Ce sont les nouvelles plantes. Il faut qu'on décide où on va les mettre. Il y en a une avec des chrysalides. Si vous voulez venir voir, il ne faut pas les toucher parce qu'il ne faudrait pas les abîmer. Je suis très fière. J'imaginais pas que ce jardin allait intéresser autant de monde. C'est pas un projet que j'ai fait pour décrocher une bourse universitaire ou pour la reconnaissance. Je l'ai fait pour me rendre utile. Attends, en fait, ça sert à rien de tirer dessus aussi fort. Il faut appuyer un peu tout autour et ça va sortir tout seul. Tu vois? Tu veux le planter? Quand je vois les effets des activités humaines sur les animaux de ma région, ça me donne envie de faire quelque chose, de les aider dans leur combat pour la survie et pour le maintien de leur habitat. Ça me donne envie aussi de me spécialiser dans la réhabilitation écologique. Pour protéger la nature et sa biodiversité, encore faut-il la connaître et la comprendre. Les choses les plus importantes à faire pour tout le monde sont tout d'abord être au courant, se mettre au courant, s'informer, comprendre ce qui se passe. Bien sûr, il y a à travers l'éducation, à travers les films, les livres et tout ce qu'on raconte aux enfants, on peut les reconnecter en partie à la nature. Après, il y a l'expérience sensible. Et l'expérience sensible, elle n'est pas forcément d'emmener les enfants à l'autre bout du monde voir des choses, mais elle est aussi de faire revenir la nature dans les villes, de faire revenir la nature dans les écoles, et d'emmener les enfants sur l'émerveillement, comment ça marche. Car de plus en plus d'enfants vivent désormais en ville, 75% de la population mondiale d'ici 2050. La bonne nouvelle, c'est que cette génération ultra connectée est aussi à portée de clic d'un savoir encyclopédique et en temps réel sur l'état de la planète. Dès leur plus jeune âge, ils utilisent tous les canaux disponibles pour mettre en scène leurs engagements et sensibiliser leurs camarades à leur combat. Our biggest challenges are finding good homes for them and getting enough donations to take care of them. Alors que Ken a monté un refuge pour chiens abandonnés aux Philippines, Zander plaide la cause des tortues de mer aux quatre coins du monde. And I don't know what happened, just like something all of a sudden snapped. I had never cared about something. And all of a sudden I was asking her like, well, what can I do? Like, what can I do to help protect these sea turtles? Et Michaela lève des fonds pour sauver les abeilles jusqu'à la Maison Blanche. To make a difference in the world and protect our pollinators, I did what anyone would do. I opened a lemonade stand. Inspired by my great Granny Helen's lemonade recipe, I make lemonade sweetened with honey that tastes good and does good. Sharing profits with organizations working hard to help our honeybees. I will be back on the job market in 7 months, so I hope she is hiring. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup mieux informés que moi je ne l'étais. Ils ont plus facilement accès aux connaissances et à ce que les autres font dans d'autres parties du monde. Ils peuvent communiquer avec des gens qui pensent comme eux mais qui habitent à l'autre bout de la planète. Et ça peut les encourager à agir de façon locale. Alors oui, je pense qu'ils ont une conscience plus aiguë des choses, qu'ils sont plus actifs, plus en mesure de s'organiser et de partager. Dans son petit village espagnol de Calamocha, un super junior peut se vanter d'avoir attiré l'attention de tous sur la beauté de ses clichés. Ses talents de photographe animalier sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier. Je m'appelle Carlos, j'ai 11 ans et j'aime beaucoup la photo et la nature en général. Les gens en général, quand ils me voient dans la rue ou dans la campagne avec mon objectif, surtout depuis quelques années avec des objectifs de cette taille-là, presque plus grands que moi, forcément, ils me regardent un peu bizarrement. En tout cas, ils sont très impressionnés.
Regarde les canards là. Il doit y avoir un nid quelque part. Avec mes photos, je pense que je peux attirer l'attention des gens sur des détails de la nature et qu'ainsi ils peuvent mieux la voir et avoir envie de la protéger, de protéger l'environnement. Je crois que la toute première photo que j'ai prise, c'était une photo aux environs d'un lac, des petits joncs sur le bord en contre-jour. Je devais avoir quelque chose comme 4 ans. C'était un appareil photo compact, mon tout premier. Et après ça, mes parents m'ont acheté des appareils de plus en plus performants. Aujourd'hui, je serais incapable de dire combien de photos j'ai prises. Les voilà, un peu cachés. Depuis que je suis tout petit, je privilégie les photos d'animaux et de nature, parce que ça m'a toujours apporté beaucoup de joie et d'émotion. On peut dire que prendre des photos à la campagne autour de chez moi, c'est un peu ma passion. Normalement, j'ai pas d'objectif précis. J'attends un petit peu de voir ce qui se présente. Mais parfois, je cherche quelque chose de particulier. Par exemple, pour certains voyages avec mes parents. Nous cherchons un endroit où on pourrait trouver une espèce particulière ou un endroit où il y a une certaine lumière. Mais le plus souvent, j'attends de voir un peu ce qui se présente et je prends la photo comme elle arrive. Tu les vois? Là-bas. Où ça? Tu l'as eu? Elle est bien. Alors ça, c'est l'appareil photo avec l'objectif. C'est un 28-105 mm. Et ça, c'est l'objectif macro, qui est un 105 mm aussi, mais macro. Et là, c'est un objectif grand angle. C'est pour faire des photos très larges. Voilà, ça c'est mon équipement au complet. Les gens, quand ils visitent le blog, ils me disent qu'ils aiment bien mes photos et ils se demandent comment je m'y suis pris pour faire de si belles photos. Et j'ai des commentaires qui m'arrivent du monde entier. Alors cette photo-là, je l'ai prise à l'aide d'une technique très spéciale qui s'appelle la double exposition. Avec un objectif macro, j'ai pris la photo du scorpion et du rocher, et puis j'ai changé l'objectif et j'ai fait la photo du soleil. Celle-ci est très réussie. Elle a gagné un prix, celui de la BBC du meilleur photographe animalier de l'année, remis par la duchesse de Cambridge. C'est une photo très prestigieuse et que moi j'aime énormément. Mes amis, ils m'appellent Monsieur Prix. Parce que quand je leur raconte que j'ai gagné un nouveau prix, ils me disent « Quoi? Encore un autre ?» Mais ils sont très contents pour moi. Ils sont contents de m'avoir comme copain. Tiens, regarde. T'as vu ça? J'ai fait une photo de ces petites fougères là, avec un objectif macro. Et tu vois, sur cette pierre là, ça ressemble à une espèce de forêt en fait, comme s'il y avait des arbres. Et sur la photo, il y a 2 coccinelles. On a l'impression qu'elles marchent au-dessus de la forêt. Je prends celle-là, d'accord? D'accord. On y va. Fais attention à la pluie. Ouais, il pleut là.
Pour l'instant, je me sens encore très jeune. Et j'ai pas encore vraiment une idée très arrêtée de ce que je voudrais faire comme métier. Mais c'est sûr qu'en tout cas, j'aimerais bien continuer la photographie, à mon rythme, parce que je m'amuse bien et que je fais ce que j'aime. Elle est droite là ? Alors tout ça, ce sont mes photos. Ça, c'est les gnous en Afrique. C'était pendant la migration. Ça, c'est la photo avec le corbeau et l'écureuil qui boivent ensemble. Et ça, les deux singes qui boivent. Et toi, grand-mère, alors, laquelle te plaît ? Je crois que tous ces moments saisis sur le vif, qui montrent la nature, enfin, j'espère que ça peut influencer les gens. Et qui vont se dire que c'est magnifique. Et qui vont se demander ce qu'ils peuvent faire pour la protéger. Et en tout cas, j'espère que ça va les pousser à faire quelque chose. Oui, ça peut toucher les gens. Peut-être que certains en auront rien à faire, mais d'autres se sentiront concernés. Nos super juniors auront pour deuxième mission de réparer les erreurs commises par les générations qui les ont précédées. L'une des premières urgences sera de prendre soin de notre ressource la plus précieuse et la plus indispensable, l'eau. D'ici 2030, les dépenses du monde en eau surpasseront de 40% les ressources disponibles. L'eau, et je veux dire par là notre capacité à la garder propre, à ne pas la polluer, va être un gros problème. Et ce sera d'autant plus difficile qu'il s'agit aussi bien de la pollution de l'eau que du manque d'eau. Et encore une fois, le problème sous-jacent est le changement climatique et notre capacité à vivre sur cette planète. Dans certaines régions du monde, le manque d'eau est déjà une source de conflit et la situation n'est pas prête de s'arranger. Donc on sait par exemple que du fait du changement climatique, on va avoir des ressources en eau potable qui vont être drastiquement diminuées dans certaines régions du monde, qui sont en plus souvent des régions à conflit déjà. On peut penser par exemple à l'Israël et aux pays arabes autour. On peut penser au Pakistan et à l'Inde, qui sont deux pays ennemis qui partagent des fleuves. Qui a le droit d'irriguer ces champs avec l'eau qui traverse plusieurs pays, ou de construire un barrage, qui possède l'eau qui tombe du ciel. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'eau, et cela ne fera qu'exacerber les conflits autour de l'accès aux ressources dans certaines régions. Aujourd'hui, 11% des êtres humains sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'eau en volume d'eau, c'est un problème d'eau de qualité potable, en fait. Ce qui manque, c'est ça, en fait, aux humains. Vous pouvez vous passer de manger pendant 15 jours, vous ne pouvez pas vous passer de boire pendant plus de 2 jours. Donc, la ressource en eau, c'est essentiel à la vie des humains. Or, c'est vrai que là aussi, on a énormément pollué et on a énormément modifié le cycle de l'eau. Et la qualité de l'eau diminue même dans les pays que l'on imaginait jusque-là préservés. C'est le cas du Canada, véritable réservoir de la planète qui détient à lui seul 20% de l'eau douce disponible. Dans l'État de l'Ontario, la pollution industrielle a modifié la composition des lacs, hérités de la dernière période glaciaire. À Hamilton, à quelques kilomètres de Toronto, une super junior s'est donnée pour mission de restaurer la qualité de l'eau des lacs de son enfance. Passionnée de sciences depuis l'école maternelle, elle a mis au point une formule magique à base de poudre de coquillage qui a redonné vie à la faune aquatique locale. Je m'appelle Isabella O'Brien. J'ai 15 ans et je vis à Hamilton, dans l'Ontario, au Canada. Hamilton est une ville industrielle. Nous produisons beaucoup de fer et d'acier.
Ce sont des usines qui polluent beaucoup, et elles sont juste sur le port. C'est dommage parce qu'on essaie de réhabiliter ce quartier pour en faire un endroit sympa à vivre. Beaucoup d'usines ont fermé, mais ce serait encore mieux si celles qui restent ferment aussi. Cela nous permettrait d'aller vers une société plus verte. Les gens se sont toujours beaucoup intéressés à l'eau et à la vie qu'il y a dedans, comme les poissons et les coraux, parce que c'est beau. Maintenant, il faudrait penser à préserver tout ça, parce qu'on ne peut pas se permettre de le perdre. Notre survie en dépend. Il y a beaucoup de lacs au Canada, mais le taux de calcium de l'eau douce des lacs baisse de façon alarmante. Et ça a commencé avec les pluies acides. À cause des pluies acides, le pH de l'eau des lacs a décollé de façon affolante. Et c'est un vrai problème, parce que les petites espèces qui sont à la base de la chaîne alimentaire et qui s'appellent les daphnies ont besoin de calcium pour construire leur carapace. S'il y a moins de calcium, leurs carapaces sont moins solides et elles sont plus vulnérables aux prédateurs. Les daphnies mangent une très grande variété d'algues. Alors quand il y a moins de daphnies, les algues toxiques finissent par envahir tout le lac. L'eau devient alors non potable, ce qui est un vrai problème. On ne peut plus pêcher non plus. C'est l'écosystème tout entier qui est détruit. On a donc besoin d'une grande source en calcium. Et j'ai découvert que les coquilles de moules, de palourdes et d'huîtres sont composées à 95% de carbonate de calcium. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette ressource très abondante? On produit par an près de 6 millions de tonnes de moules, palourdes et huîtres dans le monde. Et si on résolvait un problème environnemental par un autre problème environnemental? J'ai pris des coquilles, je les ai réduites en poudre et je les ai mélangées à de l'eau. J'ai découvert en faisant ça que le taux de calcium dans l'eau du lac augmentait de façon significative. J'ai fait la même expérience avec des daphnies et j'ai trouvé que dans une eau avec un taux de calcium plus élevé, elles se reproduisaient plus vite, plus souvent et faisaient plus d'œufs. C'était donc un très bon résultat. Avec mes amis, je parle beaucoup d'environnement, peut-être même trop. Mais on n'a pas vraiment le choix. Comme la NASA, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on ne fait rien, si notre génération ne fait rien dès maintenant, il finira par être trop tard. Je suis très optimiste pour l'avenir, parce qu'il le faut. Et c'est pour ça que les jeunes trouvent plein d'idées géniales, contrairement aux adultes. On ne met aucune limite à notre imagination. Il y a un centre de découverte du patrimoine de Muskoka qui travaille en collaboration avec une amicale des eaux de là-bas, parce qu'ils ont eux aussi de gros problèmes de baisse de calcium dans les eaux de leur lac. Ils ont fait des recherches et ont peut-être trouvé une solution à base de cendres de bois. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est fantastique que tu sois venu jusqu'ici. Ils ont lu mes recherches et je suis en train de voir avec eux la possibilité d'utiliser ma poudre de coquillage sur leur site. J'ai hâte de voir l'expérience qu'ils vont mettre en place parce qu'ils ont rencontré les mêmes problèmes que moi. Et peut-être qu'ils vont trouver des solutions. Le travail que fait Isabella est tout à fait remarquable. Personne ne propose de solution au problème du calcium comme le fait Isabella. Les jeunes font plein de projets à l'école, en cours de sciences, et on y prête en général pas trop attention, parce qu'on se dit qu'il y a sûrement mieux ailleurs, plus sophistiqué. Mais le problème de la baisse de calcium est tout nouveau, y compris pour la communauté scientifique. Isabella, on s'est dit que cela t'intéresserait sûrement de travailler avec nous cet été. Tu viendrais avec ton projet sur la poudre de coquillage et on le combinerait avec le nôtre, sur les cendres de bois. Il devrait y avoir 1 millier de visiteurs au centre cet été.
et on va leur proposer de choisir un endroit autour du lac pour aller répandre dans l'eau de la cendre de bois et de la poudre de coquillage. On verra ensuite si ces ajouts de calcium vont résoudre notre problème. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça super de mobiliser, d'informer et de faire participer les gens. C'est drôlement chouette parce qu'à l'école, il ne se passe pas grand-chose de palpitant. Quand des gens de votre domaine reconnaissent votre travail et disent que ça pourrait vraiment marcher, c'est génial. Je ne suis pas encore sûre à 100% de ce que je veux faire plus tard, mais la politique m'intéresse. Parce qu'on aura beau avoir toutes les connaissances scientifiques nécessaires, toute la bonne volonté des gens, tant que les politiques ne diront pas « oui, c'est ce qu'on va faire », rien ne changera. Ce sont les politiciens qui peuvent prendre les grandes décisions pour changer notre avenir. Une autre vague de pollution a envahi nos eaux, salée cette fois. Avec les années, les océans, qui représentent 70% de la surface du globe, sont devenus de véritables poubelles. On considère souvent, et c'est vrai pour l'eau douce comme pour l'eau de mer d'ailleurs, que c'est tellement grand que ma foi c'est pas très grave. Qu'on peut y aller, on peut jeter un peu des trucs, de toute façon l'eau elle coule, ça va. Ben non, au bout d'un moment, on finit par avoir atteint les fondamentaux. Et sur l'eau, c'est extrêmement grave parce que, encore une fois, la nature, la vie, sans l'eau, ça n'existe pas. Au total, 20 milliards de tonnes de déchets humains par an. Des cargaisons tombées à la mer, des hydrocarbures déversés par les navires, mais aussi et surtout des millions de tonnes de plastique. Selon les rapports que vous lirez sur le sujet, il y a entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique déchargées dans nos océans chaque année. Et quelqu'un a calculé que c'était l'équivalent du chargement entier d'un camion déversé toutes les minutes, tous les jours. Ce qui est proprement hallucinant. Le problème avec le plastique, c'est que l'homme a inventé quelque chose que la nature ne sait pas faire disparaître toute seule. Résultat, il se décompose lentement, très lentement, entre 1 siècle et 1000 ans, et revient en boomerang dans nos assiettes. En fait, on a beaucoup glosé et parlé de continent de plastique, mais il ne faut pas voir ça comme ça. C'est pas un endroit où on marche dessus, c'est une dissémination du plastique avec des endroits où c'est un peu concentré par le courant. À la limite, quand c'est des gros morceaux, on pourrait imaginer de les récupérer, de les ramasser, de les collecter. Mais c'est que ce plastique se fragmente, devient des microparticules, et que là, ça infeste tout, toute la colonne d'eau, les grandes profondeurs océaniques, et ça infeste la vie. Les microparticules, non seulement elles sont ingérées par les plus petits poissons, mais elles sont ingérées par les gros poissons qui vont manger les petits poissons, par les gros prédateurs qui vont manger les poissons, y compris l'homme. Donc là, on a un véritable souci sur la viabilité, au fond, de ces espaces océaniques et de la vie océanique, parce qu'il y a des endroits où on finit par avoir 10 fois plus de particules plastiques que de plancton. À Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, 2 super juniors ont relevé le défi de se débarrasser de ces microparticules de plastique que l'on retrouve au large de l'océan Atlantique, de la Bretagne au Pays Basque. Les ingénieurs en herbe ont imaginé un prototype de robot motorisé qui s'inspire du plus grand mammifère marin de la planète, la baleine. Eric Swensen, 18 ans, j'habite près de Bordeaux et je suis au lycée Gustave Eiffel. Je m'appelle Sévan, j'ai 17 ans et j'habite à Bordeaux. Donc là j'ai déjà trouvé ça, tu vois. Ouais. Ah ben tiens. On s'est dit dans un premier temps que les gros déchets c'était une chose et qu'il était quand même réalisable de les récolter. Encore faut-il le faire. Donc là, on vient de trouver donc, près de la dune cet ensemble de déchets. Donc on peut voir qu'ils viennent pour la plupart de bateaux. Donc ça vient de bateaux de pêche. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce petit bout-là. Et on voit qu'au final, le matériau, avec le sel et avec la corrosion, il va avoir tendance à s'effriter. On arrive très vite dans des particules très très petites, dont certaines sont déjà inférieures à l'ordre du millimètre. Quand on parle de pollution des océans, on pense
aux déchets flottants et les particules de plastique, donc, qui sont beaucoup plus nombreuses, 5000 milliards, sont moins considérées parce qu'on les voit moins. Ça va pouvoir facilement être ingéré par des poissons, par n'importe quel être vivant dans l'eau, et puis ça affecte les végétaux marins. Lorsqu'on a commencé à réfléchir aux différentes solutions qui pourraient intervenir, on a pensé au biomimétisme. C'est une démarche assez récente qui consiste à extraire des propriétés qui nous viennent directement de la nature pour les recréer en technologie. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé vraiment à la baleine et au fait qu'elle cherchait à filtrer le plancton de taille très réduite pour se nourrir. Si on pouvait concevoir à notre niveau un robot qui reproduirait ces fanons, alors on serait en mesure de récolter ces déchets. Bordeaux, c'est une ville qui est assez proche de la nature. On a l'océan à 50 km, il y a un fleuve qui passe en plus, la Garonne. On a la forêt des Landes plus au sud et on est à environ 200 km des montagnes. Le prototype actuel, c'est une version, disons, réduite, avec un caisson immergé qui contient le filtre, inspiré des fanons de la baleine, qui récolterait les particules de plastique. Oui, alors donc du coup, j'ai utilisé la pièce 3D qu'on a imprimée, celle que tu avais conçue sur SolidWorks. Ouais. Et donc j'ai voulu reproduire l'expérience un peu comme si on était en situation réelle dans l'océan. Ouais. Et donc pour avoir une expérimentation avec des données, j'ai gradué mon robinet chez moi. Ah oui. Et donc j'ai commencé à bas débit, si tu veux. Et donc bon, alors les particules se sont introduites dans le filtre sans problème. Alors après, ce qui était intéressant, c'est que quand le débit a commencé à augmenter réellement, là vraiment les poils de balai ont commencé à se resserrer entre eux, à faire un réseau un peu dense, comme ce serait le cas pour la baleine qui filtre son plancton. Et donc du coup, là on avait plus de particules en pourcentage qui restaient réellement dans le boîtier. D'accord. Donc en fait, la tendance est à la hausse du pourcentage en masse de particules filtrées. Donc là, c'est pas mal, le biomimétisme, j'en suis content. Et puis là, après, c'est tellement fort que, que l'eau passe à travers. Voilà. Il faut savoir que ces particules se retrouvent dans d'immenses tourbillons aquatiques qui sont appelés des gyres océaniques, dont le plus grand se trouve dans le Pacifique. Et donc ce serait dans cet endroit-là que, bien sûr, on voudrait opérer afin de récolter tous les déchets. Donc il faudra faire attention. Qu'est-ce qui vous reste à définir donc ? Au niveau de l'énergie, est-ce que vous avez une idée ? On imaginait des panneaux solaires parce que bon, vu qu'on aura quand même un système sur une grande envergure, on a de quoi, on a de la surface pour mettre des panneaux. Donc du photovoltaïque. Voilà. Uniquement ? Ça, Notre professeur de sciences d'ingénieur, donc ce qui est très bien, c'est qu'il prenait un peu de distance avec notre projet, c'est-à-dire qu'on était vraiment confrontés à nous-mêmes pour trouver des solutions. Et il est arrivé une fois que c'était mis en forme pour nous valider ou non et pour nous apporter des améliorations possibles. Et sinon, vous pensez qu'on pourrait mettre en œuvre une simulation numérique avec MATLAB ou quelque chose ? On peut tout à fait le simuler, d'ailleurs c'est ce qu'il faudra faire, le simuler numériquement et puis voir l'autonomie présumée qu'on aura. Puis ensuite, la deuxième phase, ce serait de faire des tests réellement en situation. Allez. L'objectif est de réaliser un système qui serait concret par rapport au prototype que nous avons maintenant, donc qui comporterait la même structure, mais cette fois avec un caisson plus grand. Et donc, une fois que le système serait déployé, il serait complètement autonome du fait de ses panneaux solaires, mais aussi d'une batterie de secours. Et donc, il effectuerait un trajet programmé au préalable afin d'opérer sur l'ensemble de la zone. On a récupéré des algues de petite taille ici. S'il y avait des particules de la taille de ces petites algues, ça serait un peu pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Donc autrement, c'est pas mal. Après, pas mal. Puis après, il faudra revoir les essais, surtout au labo. Les déchets sont déjà présents dans les océans, il va bien falloir faire quelque chose. Mais il faut bien garder en tête que notre objectif, c'est pas de passer derrière et de récolter au fur et à mesure qu'on déverse dans les océans.
Il faudrait avoir un comportement responsable dans notre vie de tous les jours pour empêcher justement ces particules d'arriver à l'océan. Avant de ramasser le plastique, il faudrait peut-être apprendre à s'en passer. Un sac en plastique qui vous sert 20 minutes pour ramener vos tomates du supermarché à chez vous va nous tuer dans l'océan une tortue de 80 ans issue de 200 millions d'années d'évolution. Il faut que les gens prennent conscience de ce que nous faisons et de pourquoi nous le faisons. Les gens sont devenus incroyablement paresseux et ils se sont déconnectés de la nature, du monde autour d'eux. Ils ne voient même pas l'impact qu'ils ont dessus. Pas cher et robuste, le plastique s'est immiscé en l'espace d'1,5 siècle dans tous les objets de notre quotidien. Nos repas, nos bouteilles, mais aussi nos habits, nos meubles, nos téléphones. Malheureusement, aujourd'hui, seulement 9% du plastique que nous utilisons est recyclé. Tout le monde a déjà vu des photos avec des sacs plastiques pris dans les branches d'arbres. Bien sûr, le plastique ne pousse pas sur les arbres. Mais c'est un symbole très parlant du gâchis et du gaspillage de nos sociétés modernes. Aujourd'hui, il y a du plastique absolument partout. Donc il faut qu'on trouve des solutions, et il faut qu'on trouve des solutions où on remet en circulation dans la nature ces éléments une fois qu'on ne les utilise plus. Partout sur la planète, des super juniors s'activent à faire du plastique que l'on connaît un mauvais souvenir. Ils inventent avec passion le plastique de demain, celui qui sera 100% recyclable. À partir de lait et de vinaigre pour Brandon et de bananes pour Elif. Bananas contain a lot of starch and are therefore a potential plastic material. The process includes dipping the peel in sodium metabisulfite solution before boiling and pureeing them. The paste is transferred into a petri dish and baked. The type of plastic I've created can have many uses, including cosmetic prosthetics and the insulation of cables. The method I designed is so simple, it's possible to say that you can actually make it at home. En attendant que le plastique à base de bananes ait envahi nos vies, chacun peut déjà remplacer le bon vieux sac du supermarché par ceux qu'il a sous la main. À Abu Dhabi, où les sacs en plastique ne sont pas encore interdits en caisse, un super junior a réussi à convaincre son entourage d'y renoncer en les remplaçant par les vieux journaux recyclés de son père qu'il distribue gratuitement aux commerçants. Je m'appelle Abdul Moukit et j'ai 15 ans. Je vis à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, mais je suis originaire d'Inde. Aujourd'hui, les sacs plastiques représentent une menace encore plus grande que l'arme nucléaire. C'est l'humanité même qui est en jeu. Comme le plastique met entre 450 et 1000 ans à se décomposer, le tout premier sac plastique existe encore quelque part sur la planète. Les gens adorent cet endroit et viennent souvent le week-end. Comme vous pouvez le voir, ils jettent leurs déchets n'importe où. Il y a des mégots, des capsules. C'est vraiment très triste. Quand les gens vont dans le désert, que ce soit pour un safari ou juste pour voir comment c'est, ils mangent, ils boivent et ils laissent leurs papiers et leur plastique derrière eux. Les dromadaires mangent ces plastiques parce qu'ils croient que c'est de la nourriture. Un dromadaire sur 2 aux Émirats meurt à cause des sacs plastiques qu'il a mangés. Je trouve que les gens d'aujourd'hui négligent l'environnement. Ils ne voient pas pourquoi ce serait à eux de s'en occuper. Ils se disent, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, les autres ont qu'à le faire. Ils trouvent ça normal de ne pas faire d'efforts. En février 2010, il y a eu une journée sans plastique à l'école. Et le principal nous a demandé d'apporter tous les sacs plastiques qu'on avait à la maison pour les faire recycler. Je suis rentré chez moi et j'ai demandé à ma mère pourquoi il ne fallait pas utiliser de sacs plastiques. Elle m'a dit le peu qu'elle savait à l'époque et je me suis demandé, si c'est aussi mauvais pour l'environnement, pourquoi on s'en sert ?
Puis si on n'utilise plus de sacs plastiques, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? C'est là que j'ai pensé aux journaux, que l'on jette après les avoir lus, et je me suis dit qu'on pouvait fabriquer des sacs avec ces journaux. Bonjour, je m'appelle Abdul. J'aimerais vous laisser ces sacs en papier pour que vous les proposiez à vos clients à la place des sacs en plastique. Il y a plusieurs tailles. Ça, c'est pour les petites courses, et ça, c'est pour des articles plus gros. Ce serait bien de dire aux gens qu'il faut arrêter d'utiliser des sacs en plastique pour sauver l'environnement. Et c'est plus économique pour vous aussi. Merci. En me voyant avec mes sacs en papier, les voisins m'ont demandé ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et ça les a beaucoup intéressés. Quand je les vois sortir faire des courses avec des sacs plastiques, je leur dis que ce serait mieux de ne pas les utiliser. J'ai influencé beaucoup de monde avec ma campagne. Les gens essaient de faire des efforts. C'est écologique. C'est du papier journal. Un jour, dans l'épicerie où je déposais des sacs, un journaliste a vu ce que je faisais et il a écrit un article sur moi. Ma campagne a décollé d'un coup. Partout dans le monde, des écoles, des associations et des universités m'ont appelé. Les choses ont pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Have a look at this bag. It is recognized worldwide as a Muku bag. You may ask why. Why is this bag so special? Is it covered with diamonds? Or is it special? No. It is a simple, handmade, recycled paper bag. Ça, c'est le prix international pour l'environnement, remis par l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Ça, c'est le prix de l'Indien expatrié de l'année, remis par Times Now, une chaîne de télévision indienne. Ça, c'est moi en Indonésie pour le programme des Nations Unies pour l'environnement en 2011. J'avais 12 ans. Et là, c'est moi aux États-Unis, c'était pour un sommet des enfants. Ça, c'est le prix d'Abu Dhabi remis par le cheikh Mohammed Ben Zayed, le grand prince d'Abu Dhabi. C'était un tel événement que tous les journaux ont parlé de moi et des tas d'organismes publics sont venus me voir. C'est ce qui a le plus boosté ma campagne. Bonjour, je m'appelle Abdul Moukit et je suis en seconde B. On m'appelle aussi le Paperback Boy. Comme vous le savez, j'ai lancé une campagne contre l'utilisation des sacs plastiques. On sait que le plastique est mauvais pour l'environnement, alors pourquoi continuer à l'utiliser? Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un sac en papier que vous pourrez montrer à vos amis et votre famille. D'abord, il faut prendre une feuille de papier journal, comme ça, et en plier tous les bords. Beaucoup d'élèves de ma classe ont arrêté d'utiliser des sacs plastiques grâce à ma campagne. Avec l'école, j'organise des ateliers et je vais dans les classes pour partager ce que je sais. Tout le monde a fini? Prenez le côté du pli central, pliez, posez le sac sur la table, ouvrez, glissez votre doigt dans le coin et faites un triangle. Pliez-le un peu plus. Voilà, et après en haut. J'ai dû fabriquer dans les 6000 sacs en papier depuis le début de ma campagne à 7 ans. La prochaine étape, et j'espère que ce sera pour bientôt, c'est de faire payer les sacs plastiques dans les supermarchés pour pousser les gens à les réutiliser. À force, le nombre de sacs plastiques finirait par baisser. L'idéal, ça serait de les interdire complètement. Là, j'aurais atteint mon but. Dernière mission pour nos super juniors, apporter une réponse rapide et efficace au réchauffement climatique qui menace notre avenir sur la planète. Notre plus gros défi est de faire face au changement climatique. Il modifie déjà de façon dramatique notre monde physique, social et économique, et ce, au quotidien.
Et il faudra les efforts de toute l'humanité pour y répondre. S'il a toujours fait plus ou moins chaud sur Terre au fil des époques, l'écrasante majorité de la communauté scientifique reconnaît aujourd'hui qu'il fait en moyenne 1 degré de plus qu'il y a 130 ans, au début de l'ère industrielle. Un petit degré qui a de grandes conséquences, des événements climatiques de plus en plus nombreux et de plus en plus extrêmes. On ne peut plus l'arrêter, le changement climatique. Il est parti, donc maintenant ce qu'il faut, c'est tout faire pour le réfréner, le maintenir dans des limites acceptables. Mais on ne peut plus l'empêcher. Demain, je pense qu'il va falloir qu'on commence à retirer le CO2 qu'on a mis inconsidérément dans l'atmosphère depuis quelques siècles. En plus d'ajouter du CO2 dans l'atmosphère, l'homme a pris la mauvaise habitude de décimer son meilleur allié, la forêt, poumon essentiel de la planète. Aujourd'hui, on estime qu'en disparition de forêts tropicales, s'en vont l'équivalent de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Les arbres, ils ont tendance à créer des équilibres de température. Si vous plantez des arbres, il va faire un peu moins chaud parce que les feuilles, elles vont absorber, entre guillemets, une partie de cette chaleur. Quand il n'y a plus d'arbres et quand il n'y a plus de forêt, cette régulation de température, elle ne se fait plus. Donc on a des extrêmes de chaud et des extrêmes de froid. Et là, on rentre dans un cercle vicieux parce que ces extrêmes sont aussi défavorables aux plantes. Et donc, il y a de moins en moins de plantes, etc. Arrêter de couper les arbres ne suffira pas à rétablir le climat. Mais replanter des forêts contribuera forcément à absorber le surplus de dioxyde de carbone que nous rejetons en masse dans l'atmosphère. Près de Munich, en Allemagne, un super junior s'est promis il y a 10 ans de replanter 1000 milliards d'arbres aux 4 coins du globe d'ici 2020. Depuis, il parcourt la planète pour que les grands de ce monde soutiennent sa cause. It's a question of survival. Je m'appelle Félix, j'ai 19 ans et j'ai grandi ici en Allemagne. Il y a 10 ans, j'ai commencé avec quelques amis à planter des arbres. Et depuis, c'est devenu l'organisation Plant for the Planet. Notre génération entrera dans les livres d'histoire. Soit comme la génération qui aura réussi à relever un défi fondamental, soit au contraire comme celle qui aura échoué. Mais notre génération sera effectivement jugée à sa capacité à résoudre la crise du climat. Bien sûr, nous plantons des arbres parce qu'ils absorbent le dioxyde de carbone que nous émettons. Tant que l'arbre est debout, le carbone reste stocké dans le bois et l'arbre rejette de l'oxygène. Notre objectif est de planter 1000 milliards d'arbres et nous en avons déjà planté 14 milliards. Il nous reste donc encore 98,5% à accomplir. Et si nous parvenons à planter tous ces arbres, ils pourront ainsi absorber annuellement à peu près un quart des émissions humaines de CO2. L'origine de ce projet remonte à un exposé qu'on m'a demandé de faire en CM1 sur la crise du climat. J'avais 9 ans. En préparant cet exposé, j'ai regardé le film de Al Gore, Une vérité qui dérange. Et j'ai également découvert l'existence de Wangari Maathai, une femme qui a obtenu le prix Nobel de la paix et qui vient du Kenya, où en 30 ans, elle a planté 30 millions d'arbres. Je me suis dit que si elle avait réussi à planter 30 millions d'arbres, alors nous, les enfants et les jeunes, nous pourrions aussi planter 1 million d'arbres dans chaque pays du monde. Mais je crois qu'à l'époque, en nous fixant cet objectif, nous n'avions aucune idée de ce que ça représentait 1 million. Mais on s'y est mis. Et 2 mois plus tard, le premier arbre était planté, puis 2, puis 3. Et 3 ans plus tard, on était déjà à notre premier million d'arbres. Ensuite, c'est devenu un mouvement international. Nous allons maintenant écouter Felix Finkbeiner, qui nous vient d'Allemagne. Je le cite, « Et si on plantait 1 million d'arbres dans chacun des pays de la Terre ?» For most adults, future seems to mean 20, 30 or even 40 years. But for us children, 2100 is still in our lifetime. And for most adults, or for adults, it's an academic question. If the sea level will rise by 1, 2 or 3 centimeters, or 7 meters until the end of this century. But for many of us children, it's a question of survival. We children understood we cannot trust that adults alone will save our future. Je ne sais pas si j'étais en colère. En tout cas, c'est une grande déception pour un enfant de se rendre compte qu'il existe un problème global dont tout le monde a conscience, mais qu'en même temps,
on ne fait pratiquement rien pour le résoudre. And to end, I want to give a message to all children of the world. We children are the majority of this world. We can make a difference. Je n'aurais jamais imaginé que cette organisation devienne aussi importante. Nous employons plus de 100 personnes dans le monde entier, la plupart travaillant directement à planter des arbres, comme par exemple dans le projet que nous avons à Campeche au Mexique. Et les autres s'occupent de l'organisation des académies Plant for the Planet à travers le monde. Pour cela, nous avons des personnes dans plusieurs bureaux. 2 bureaux en Allemagne, un en Espagne, un en Suisse, un au Mexique, etc. Aujourd'hui, nous allons au lycée de Tutzing rencontrer un groupe d'élèves qui va participer à notre prochaine académie Plant for the Planet. Je vais discuter avec eux et les préparer à cette académie. Avant de parler, j'aimerais vous montrer rapidement un petit film en guise d'introduction. Thank you that you give us children the chance to share our thoughts with you. It's not common, but we think children think it should be common. Noch wichtiger Ce qui est plus important encore que planter des arbres, c'est de protéger les arbres qui existent déjà. Parce que les arbres existants, les grands arbres stockent bien plus de CO2 que les jeunes arbres. Et c'est pour cela que c'est si important de les protéger. Alors que malheureusement, chaque année dans le monde, on perd à peu près 10 milliards d'arbres. Vous pensez qu'il y a combien d'arbres sur Terre? Qui veut deviner? 10 milliards? Plus? 20? Plus? 700? Encore plus? 3000? 3000, exact. Il y a 3000 milliards d'arbres sur Terre. Et les 10 dernières années, on a déjà planté 14 milliards d'arbres sur la planète. Bien sûr, pas nous tout seuls, les enfants et les jeunes, mais grâce au soutien de beaucoup de gouvernements, d'entreprises et d'organisations qui participent. Nous avons formé aujourd'hui plus de 55 000 ambassadeurs, des enfants et des adolescents de par le monde qui diffusent notre message. Et je pense que ça nous a permis d'atteindre des millions de gens sur Terre qui ont entendu parler de notre mission et de l'importance de la forêt. Bonjour, Félix Finkbeiner de Plant for the Planet. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes Plant for the Planet? Oui, je suis Félix. Je crois que si on commence seulement maintenant à s'occuper de ces questions, c'est grâce au travail qu'ont accompli depuis 40-50 ans des organisations telles que Greenpeace, le Club de Rome ou le WWF. Ils ont forgé cette conscience écologique. Et je pense qu'on ne devrait pas sous-estimer le temps qu'il nous a fallu pour que cette prise de conscience devienne une évidence et qu'il était urgent de s'en préoccuper. Même s'il y a parfois des revers, et c'est sûr qu'on en connaîtra encore, la technologie se développe dans la bonne direction. Politiquement aussi, on va dans la bonne direction, même si là aussi, il y a encore des revers. On est aujourd'hui dans une situation bien meilleure qu'il y a 10 ou 20 ans. On va donc dans la bonne direction. La question est de savoir si on agit assez vite. Conséquence directe de cette déforestation et de la dérégulation du climat, de plus en plus de régions du monde sont confrontées à de longs épisodes de sécheresse. Ce qu'on voit se produire en ce moment, c'est effectivement des endroits qui sont en train de devenir des déserts, des endroits où, parce qu'on a coupé les haies et les arbres, l'eau ruisselle au lieu avant de stagner dans la terre, ce qui veut dire que les cultures n'ont plus assez d'eau
mais qu'en dessous les villes sont noyées à chaque fois qu'il y a une crue et qu'il pleut trop parce que toute l'eau arrive à toute vitesse. Donc il faut revenir au maximum vers un cycle naturel de l'eau, avec des zones humides qui retiennent l'eau. Avec le changement climatique, la désertification gagne du terrain dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique et dans le sud de l'Europe aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à produire dans ces régions ce que l'on produisait sans problème il y a encore 20 ans. Tout ça à cause des changements climatiques dont l'homme est responsable. La qualité des terres cultivées se dégrade quand le nombre de bouches à nourrir augmente. Pour assurer des récoltes régulières et de bonne qualité dans les siècles à venir, il faudra désormais trouver un moyen d'économiser l'eau et de la stocker à nouveau dans la terre. On a besoin de rendre des sols fertiles. Et pour rendre des sols fertiles, il faut qu'il y ait de la matière organique dans ces sols, et il faut aussi qu'il y ait un certain degré d'humidité pour que les micro-organismes puissent faire leur travail de destruction de la plante, dégradation, ce qu'on appelle la biodégradation, etc. Il faut faire vite, car la désertification touche aujourd'hui un tiers de l'humanité. L'Afrique du Sud vit par exemple ses pires épisodes de sécheresse depuis 35 ans. À Johannesburg, une super junior a résolu toute seule un problème planétaire avec une idée simple. Et si l'on pouvait transformer nos épluchures de légumes en or, ou plutôt en eau? Je m'appelle Kara Nirgin, j'ai 17 ans et j'habite à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je me suis toujours sentie chez moi à Johannesburg. C'est un endroit unique au monde, un mélange de cultures très différentes. C'est ce qui fait de l'Afrique du Sud un pays si intéressant, si riche. Cette diversité se retrouve dans la variété de nos plantes et de nos animaux. En Afrique du Sud, on ne peut jamais être vraiment déconnecté de la nature. On est en Afrique du Sud après tout. L'un des plus gros problèmes que nous rencontrons, comme sur 66% de la planète, c'est la sécheresse. Non seulement ça conduit à la désertification de nos terres, mais ça a également un gros impact sur notre agriculture et donc sur notre santé économique. On devrait promouvoir la production locale plutôt que d'acheter à l'étranger. Je suis jeune et en tant que telle, je me dois de trouver une solution à ce problème. En aidant l'Afrique du Sud, j'aiderai aussi le monde entier, parce que c'est un problème global. Alors, je me suis lancée dans des mois et des mois de recherche pour essayer de comprendre ce qu'est la sécheresse. Il fallait aussi que je me renseigne sur les différentes cultures du pays. Parce que si je voulais réduire l'impact de la sécheresse sur nos récoltes, je devais d'abord comprendre comment poussent les plantes, à quelle fréquence il faut les arroser et où se trouvent les sources d'eau. C'est là-dessus que j'ai concentré mes recherches. Je suis donc allée dans les régions touchées par la sécheresse. Les recherches, c'est bien, mais je pense qu'un scientifique doit aller sur le terrain aussi, pour voir les problèmes que les gens rencontrent tous les jours. C'était pour moi une façon de me connecter à la nature. Ça, c'est notre serre à salade. Comme tu peux le voir, il y a tout un système d'irrigation. Quels ont été les effets de la sécheresse sur les réservoirs d'eau? L'année dernière a été particulièrement difficile. Et on est presque à sec. Ça va être vraiment dur si les pluies ne reviennent pas très vite. Donc si tu as une solution à nous proposer, n'importe quoi qui soit naturel et qui permette de garder l'humidité du sol sans affecter la qualité de nos cultures, ce serait l'idéal. En fait, j'ai trouvé la composition de mon produit en regardant ma sœur changer la couche de sa fille. Je n'en revenais pas de voir la quantité d'eau qu'une couche pouvait absorber. Alors je me suis demandé ce qui avait ce pouvoir absorbant. Et j'ai découvert que c'était une poudre appelée polymère super absorbant.
L'industrie agricole utilise déjà les polymères superabsorbants, mais ce sont des produits qui coûtent cher. Or, les communautés les plus touchées par la sécheresse sont aussi les plus pauvres. C'est donc pas une solution envisageable. En plus, ces produits chimiques ne sont pas biodégradables. On les considère d'ailleurs comme les drogues de l'agriculture. Et moi, je ne vois pas pourquoi on mettrait des produits chimiques dans la terre pour lutter contre la sécheresse. Alors j'ai cherché s'il n'y avait pas d'aliments qui pouvaient avoir les mêmes propriétés que ces polymères superabsorbants. Et j'ai créé un polymère superabsorbant pas cher et biodégradable à base de peau d'orange et de peau d'avocat. Quand on le mélange à la terre, il va retenir une grande quantité d'eau et créer une sorte de réservoir. En période de sécheresse, les plantes pourraient continuer de pousser. Finalement, ça permettrait de résoudre 3 problèmes. C'est biodégradable, pas cher et ça réduit les déchets. Le Time Magazine m'a nommé parmi les 30 adolescents les plus influents en 2016. Et après, tout s'est un peu emballé. J'ai été nommée Sud-Africaine de l'année et je suis aussi devenue une ambassadrice du WWF. J'ai surtout rencontré plein d'autres scientifiques, des gens qui ont beaucoup d'influence. Et je suis devenue un modèle pour les jeunes scientifiques sud-africains. En Afrique du Sud, on a tendance à penser que tout se passe dans les pays du premier monde, c'est-à-dire les pays occidentaux. Moi, je pense que l'Afrique du Sud a beaucoup à apporter et qu'on peut faire des choses extraordinaires. Je me sens particulièrement privilégiée d'avoir la responsabilité de montrer l'exemple aux autres jeunes sud-africains, et surtout aux filles, de leur montrer qu'on peut faire la différence. Grâce au discours de sensibilisation largement relayé ces dernières années, les initiatives individuelles fleurissent pour soigner notre planète et construire un avenir où l'homme aura encore sa place. Ne restons pas dans notre coin à nous morfondre parce qu'on n'en a pas fait assez. On peut encore changer les choses, que l'on soit de la jeune génération ou des générations précédentes. Si l'on veut que les choses changent assez vite, il faut tous s'y mettre. Alors moi je dis, ne pleurons pas, ne nous sentons pas coupables ou irresponsables et agissons maintenant. On a besoin des efforts de tous. Les gestes individuels comptent vraiment. Ils comptent vraiment parce qu'on est très nombreux. Ok, chacun on a une petite goutte, mais on est très nombreux. Et si des millions de personnes mettent une petite goutte, eh bien, ça fait un océan. Et en fait, il y a des raisons d'être optimiste parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au courant, qui sont conscients, qui sont sensibles et qui agissent. En 2015, à Paris, 195 pays ont signé un accord historique faisant du réchauffement climatique l'enjeu de notre siècle. Mais 2 ans plus tard, le bilan est déjà mitigé et certains gouvernements ne remplissent pas leurs contrats. La jeunesse est bien décidée à les rappeler à leurs responsabilités. Ils ne vont pas assez vite. Il ne faut surtout pas perdre ce sentiment que l'on a quand on est jeune de pouvoir changer le monde, parce qu'effectivement, on peut le changer. Moi, j'aime bien cette idée que la planète ne nous appartient pas, mais qu'au fond, on en est dépositaire pour la léguer, normalement en bonne condition, aux générations suivantes. Or, aujourd'hui, on a rompu cette chaîne. Donc c'est vrai que notre génération, les quelques générations là, qui nous ont précédés, n'ont pas rempli le contrat. Donc il y a une espèce de côté presque un petit peu juridique là-dedans qui explique qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des procès à leurs États en disant « vous ne respectez pas le fameux contrat social qui nous permet de vivre ensemble à peu près en harmonie et à peu près en paix ». À Haridwar, au nord-est de l'Inde, une super junior a décidé de prendre le destin de sa génération en main. Son pays abrite le plus grand nombre de victimes de la pollution, plus d'1 million de morts chaque année. À seulement 9 ans, elle a porté plainte contre le gouvernement indien pour son manque d'action dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je m'appelle Ridhima Pandey. J'ai 9 ans et j'habite à Haridwar, dans l'état de l'Uttarakhand en Inde.
Autour d'Haridwar, il y a beaucoup de forêts avec des animaux sauvages. J'y allais souvent avec mes parents, surtout mon père. Et j'apercevais toujours plein d'animaux, des cerfs, des éléphants, des tigres et des léopards. La nature fait partie de nous. C'est comme une partie de notre corps. On ne peut pas vivre sans la nature, comme on ne peut pas vivre sans notre cœur. Papa, pourquoi coupe-t-on tous ces arbres? C'est une décision de l'État. Ils agrandissent les routes. Oui, mais les plantes aussi, elles comptent parmi les êtres vivants. Elles aussi, elles ont mal. Ah oui, mais personne ne raisonne comme ça, avec autant de compassion pour les arbres. En 2013, il y a eu des crues soudaines dans l'état de l'Uttarakhand. Et l'eau a balayé des villages entiers, des routes, toute la vie des gens. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de gens ont perdu leur maison. Leur vie était détruite. C'était une catastrophe naturelle, mais les activités humaines y sont pour beaucoup aussi. J'ai demandé à mon père, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut demander au gouvernement d'arrêter toutes ces activités? On a décidé de porter plainte contre le gouvernement en mon nom. Cette requête est déposée conformément à la section 14 du Tribunal national vert, adoptée en 2010. Elle demande une réponse directe et des mesures concrètes reposant sur des faits scientifiques pour réduire au minimum les effets nocifs du changement climatique dans le pays. L'avenir appartient à ces enfants. Si un enfant est si préoccupé, ça doit nous interpeller. Et ces jeunes enfants qui s'intéressent à l'environnement, nous devons les aider. Alors, quand on coupe les arbres, c'est ce qu'on appelle la déforestation. Alors, tu vois, en fait, ça déséquilibre le climat. Donc, il pleut beaucoup plus dans certaines régions et dans certains endroits, au contraire, c'est la sécheresse. Tu comprends ? Dans cette requête, nous avons parlé de la déforestation, des barrages et du non-respect des accords de Paris. Nous avons demandé au Tribunal national vert de faire quelque chose pour améliorer le futur des enfants de tous les pays. Quand j'ai déposé ma plainte, beaucoup de gens m'ont félicité. Notre avenir est en danger. Et je pense que nous, les enfants, nous devons faire quelque chose pour notre avenir. Depuis quelques années, c'est un formidable mouvement qui s'est emparé de la jeunesse mondiale. I'm Sarah Thompson. I'm a law student from Hamilton, New Zealand, and I'm taking the New Zealand government to court over climate change. De la Nouvelle-Zélande aux Pays-Bas, du Pakistan aux USA, de la Norvège aux Philippines en passant par la France, de plus en plus de jeunes attaquent en justice leur État pour des motifs liés au réchauffement climatique. Des super juniors qui montent aux tribunes des plus grandes institutions mondiales pour défendre fièrement les intérêts de leur génération, comme Zoé, Shootescat ou Stella. And because CO2 stays in the atmosphere for decades, even centuries, what we do today will affect the world 30 to 300 years from now. Acting now will change the world forever. We just need the adults to get their acts together and realize that each year they wait is 30 more years of floods, fires, droughts, famines, and extinctions. Problems you created, problems you're letting us suffer from.
We have to realize that what is at stake is no longer just the planet, is no longer just the environment, but what's at stake right now is the existence of my generation. What is at stake right now, what we are fighting to protect, what is in your hands, what is in our hands today, is the survival of this generation and the continuation of the human race. That is what is at stake. Ils sont dans leurs droits, ils seront entendus, et ils vont certainement gagner. Ils le méritent. Ils méritent de gagner. C'est quelque chose qui donnera ses fruits ou pas, mais qui en parallèle va permettre une prise de conscience du fait que, oui, tout ce que l'on fait là à la planète, on ne le fait pas que à notre génération, on le fait à toutes les générations suivantes. Dans les tribunaux, les écoles, les laboratoires, les rues ou les campagnes, les enfants du XXIe siècle vont mener collectivement, dans les années qui viennent, une lutte sans précédent contre ce super péril qui nous menace. La solution à l'heure actuelle serait que les jeunes prennent la parole et harcèlent leurs représentants politiques jusqu'à ce qu'ils adoptent des mesures favorables à l'environnement. On devrait tous se mobiliser et joindre nos forces pour sauver l'environnement. Car bientôt ce ne seront plus les animaux, la biodiversité, les forêts ou les océans qu'il faudra sauver, mais bien l'homme, qui pourrait lui aussi disparaître de cette planète comme il est arrivé. Nous les humains, on est sur cette planète depuis très peu de temps. Et c'est fou tout ce qu'on a réussi à détruire en si peu de temps. Si on ne prend pas mieux soin de notre planète, on court droit vers notre extinction. Si les jeunes s'engagent aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est de notre avenir dont on parle. Je crois qu'en fin de compte, beaucoup de jeunes se disent très égoïstement, c'est pour nous qu'on doit trouver une solution. En 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur la Terre, 4 fois plus qu'un siècle plus tôt. Espérons qu'il se cache parmi tous ces enfants à naître des générations de super juniors qui sauront prouver au monde que le pire n'est pas inéluctable.